Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'avenir de la Grèce toujours en suspens alors qu'un sommet extraordinaire a lieu en ce moment même à Bruxelles. François Hollande estime que les décisions pour maintenir la Grèce dans la zone euro doivent être prises dans la semaine, tout en évoquant la possibilité d'une aide immédiate. On retrouvera sur place notre envoyé spécial Nora Hamadi. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, devant le Parlement européen demain à Strasbourg. En France, un débat sans vote aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour présenter aux parlementaires la position du gouvernement. Xynthia, 5 ans après la tempête qui avait tué 47 personnes, un rapport sénatorial déplore l'insuffisance des mesures anti-inondation et l'absence de culture du risque sur notre territoire. Reportage et analyse dans ce journal. Alexis Tsipras, attendu de pied ferme par ses partenaires européens à Bruxelles, le Premier ministre grec qui n'a présenté que très peu de propositions concrètes à l'Eurogroupe. Il va devoir désormais convaincre, mais ce soir, les conditions ne semblent toujours pas réunies pour entamer de nouvelles négociations. Louis Sibyl. Tous les yeux étaient rivés sur lui, le nouveau ministre grec des Finances. Et il est venu sans aucune proposition écrite dans ses dossiers. Une déception amère pour l'Eurogroupe, la réunion de l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro. Une réunion de la dernière chance avant un possible Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro. En clair, le bras de fer continue. D'un côté, la Grèce veut d'abord négocier sa dette, de l'autre, l'Europe, l'Allemagne en tête, veut avant tout que le gouvernement mène des réformes d'austérité. Un dialogue de sourds, alors que le Conseil européen extraordinaire prend la suite des négociations. La Grèce doit faire des propositions sérieuses, crédibles. Nous les attendons, elles ont déjà été énoncées, elles doivent être précisées. C'est l'enjeu de la réunion de ce soir. Ensuite, nous devons faire preuve de responsabilité, de solidarité, mais aussi de rapidité. Pour décoincer la situation, une réunion entre Hollande, Merkel, Tsipras et Juncker s'est tenue. Chacun souligne l'urgence de la situation. Nous allons discuter aujourd'hui au Conseil comment continuer les discussions, mais nous ne serons pas en mesure d'obtenir une décision finale, même si je dois dire que ce n'est plus une question de semaines, mais plutôt de quelques jours. Le temps presse, la Grèce peut bientôt se retrouver en défaut de paiement. Le Grexit, une idée qui fait son chemin, notamment en Allemagne, fermement opposée à un effacement de la dette. Un quotidien allemand, le Bild, titrait ce matin « Nous avons besoin de notre chancelière de fer aujourd'hui, plus de milliards à la Grèce ». Alexis Tsipras, quant à lui, parlera devant le Parlement européen demain. Et on va tout de suite retrouver en direct de Bruxelles Nora Hamadi, notre envoyée spéciale. Bonsoir Nora. Alors peut-on encore s'attendre à un accord ce soir ? Eh bien écoutez, pas du tout. Vous avez entendu dans le sujet de Louis Sibyl, Angela Merkel l'a clairement dit à son arrivée ici au sommet européen, il n'y aura pas d'accord ce soir. Il faut dire que l'Eurogroupe a été d'une durée exceptionnellement courte, 1h30. Ça a été, selon les dires du ministre espagnol des Finances, un fiasco. Ça a énormément tendu en fait les participants. Aucune proposition sur la table, comme vous le disiez à l'instant. Et les propositions seraient en cours d'écriture à l'instant même où je vous parle, afin d'être ensuite justement présenté par Alexis Tsipras lui-même, d'abord à Juncker, Merkel et François Hollande lors de cette réunion à 4 qui s'est tenue il y a encore quelques minutes, et ensuite à tous ses partenaires européens, donc les 18 autres chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Donc là, clairement, en fait, on sent qu'il y a une espèce de tension, donc on n'attend pas du tout d'accord ce soir, et il reste encore quelques jours avant le fameux Grexit possible, ou tout du moins le défaut de paiement de ce qu'il reste à payer à la BCE, c'est-à-dire le 20 juillet prochain. Donc on le voit, et c'est ce que François Hollande disait, qu'il faut être solidaire, responsable, mais surtout très rapide. Que va-t-il se passer maintenant, Nora, dans les jours à venir ? Alors clairement, là ce qu'on sait, c'est que Alexis Tsipras et le ministre grec des Finances, le nouveau, a déjà annoncé qu'ils allaient demander demain matin la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité. C'est cet organe qui avait été mis en place déjà suite à une crise grecque en 2010 et qui peut lever des fonds lui-même sur les marchés. Il peut lever à hauteur de 700 milliards d'euros pour venir en aide aux pays en difficulté. Donc cette demande sera faite demain. Puis ensuite, les propositions qui seront faites par la Grèce, qui reprennent peu ou prou celles qui ont déjà été faites la semaine dernière, seront
de nouveau examiné par un Eurogroupe qui doit se tenir demain par téléconférence avant, si accord il y a seulement, d'être entériné par un sommet de la zone euro, voire, et c'est ce qui se dit dans les couloirs ce soir, carrément un sommet de l'Union européenne, des chefs d'État et de gouvernement des 28. Et comme le disait François Hollande, il faut que la décision soit prise rapidement, c'est-à-dire possiblement cette semaine. Merci beaucoup Nora pour toutes ces explications. Et alors qu'Alexis Tsipras s'exprimera devant le Parlement européen à Strasbourg demain, un débat sans vote aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour informer et associer les parlementaires de la situation grecque. Quentin Calmy. À peine l'idée était-elle évoquée par Manuel Valls. Nous proposons effectivement qu'il puisse y avoir, c'est à l'Assemblée nationale de l'organiser, un débat, si possible dès demain. Que les sénateurs s'empressaient de réagir. Un débat sur la Grèce, oui, mais première étape pour les socialistes et en présence de leur premier secrétaire, se mettre d'accord. Didier Guillaume demande officiellement la tenue d'un débat au Sénat en même temps qu'à l'Assemblée nationale. Il y a une unanimité qu'il faut souligner, car c'est assez rare. Unanimité pour les socialistes, dénoncer la position de la droite. Et je vois à droite la manière dont ils posent le débat. Ils font une faute politique majeure, et notamment Alain Juppé. Jamais sous la Ve République, vous n'êtes élu président de la République en France quand vous émettez l'idée de détricoter l'idée européenne au travers de la sortie d'un pays de la zone euro. Les Républicains, eux, accueillent positivement l'idée d'un débat, mais entre ligne dure, dernière chance et intransigeance, la droite hésite encore sur la ligne à adopter. À partir du moment où le non l'a emporté, je pense qu'il faut étudier une solution qui soit peut-être une solution moins brutale que le Grexit, c'est-à-dire une sorte de mise en congé de la Grèce qui resterait dans l'Union européenne, mais qui sortirait de la zone euro, mais avec une sortie qui soit une sortie contrôlée. C'est tout l'intérêt du débat de demain après-midi à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc, afficher clairement les positions de chaque groupe politique dans le dossier grec. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité de Preuve par 3 à l'émission politique de la rédaction. Pour lui, il faut respecter les règles du jeu européen. On l'écoute. L'avenir de la Grèce appartient au gouvernement grec. Et donc, sa place dans l'Europe et dans l'euro. Et il s'est mis un peu dans une situation impossible. Non pas que le référendum est, pour un gaulliste, une voie normale de consultation. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Soit le gouvernement grec vient avec des propositions qui répondent aux propositions faites par les pays européens, qui en fait, oui à la solidarité, mais il y a des règles, et donc des réformes qu'il faut conduire, ou alors la Grèce vient les mains dans les poches et ne fait pas de propositions. Et donc je crois que pour l'Europe, c'est un moment important de réaffirmer à la fois sa solidarité, mais aussi qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Preuve par 3, c'est à revoir en intégralité sur notre antenne ce soir à 22h45. Et puis on reparlera des enjeux de ce sommet européen et de la situation grecque dans notre débat avec nos invités dans un instant. Au Sénat, seconde lecture en séance du projet de réforme de l'asile, alors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, veut systématiser les tests osseux pour les jeunes migrants à la frontière. Une pratique qui existe déjà mais qui reste très controversée. Jérôme Rabier. Chaque année, ils sont entre 6 000 et 8 000 mineurs isolés étrangers à être pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Une responsabilité qui incombe aux conseils départementaux qui, pour certains, tirent la sonnette d'alarme. Et à l'image d'Éric Ciotti qui veut systématiser les tests osseux pour s'assurer qu'ils sont bien mineurs, certains défendent cette méthode. Nous l'avions pratiqué à chaque fois que cela était possible, à chaque fois qu'on nous autorisait de le faire. Et on a pu constater, bien évidemment, que les tests, dans la plupart des cas, confirmaient ce que nous pensions, c'est que des jeunes qui se disaient avoir 16 ans en avaient en réalité beaucoup plus que 18. Les tests osseux sont actuellement possibles mais doivent être demandés par un juge avec l'accord des jeunes migrants. Plus d'1 millier sont déjà pratiqués chaque année. Les généraliser serait inapproprié pour la gauche qui dénonce une exploitation médiatique de la misère. Cette surenchère avec des connotations d'acharnement sans aucune considération humaine, éthique, ça suffit de jouer sur tout ça et sur les peurs. Ces tests font également polémique. La Haute Autorité de Santé, le Comité consultatif d'éthique, l'Académie de médecine et le Défenseur des droits se sont prononcés contre ces tests,
En cause une fiabilité incertaine qui empêche une généralisation pour les associations d'aide aux migrants. On doit se réjouir aujourd'hui que la France fasse prévaloir encore la protection de l'enfance plutôt que le contrôle des flux migratoires dès lors qu'il s'agit de mineurs. Protégés par la Convention de Genève relative aux droits de l'enfant, les mineurs non accompagnés de leur famille sont en effet pris en charge par la France sans possibilité de les expulser. Une protection qui s'arrête à leur majorité, sauf s'ils ont un projet d'intégration dûment validé. Faut-il autoriser la publicité sur les échafaudages des bâtiments publics, historiques ou classés? Le Sénat souhaite revenir sur le vote des députés qui a décidé d'interdire ces bâches publicitaires. Les explications de Géraldine Baboileau. Une montre géante sur la façade de l'Automobile Club, place de la Concorde. Une pub pour un palace sur la colonne Vendôme. Une photo de téléphone portable sur le musée des arts décoratifs. Ces nouvelles formes de publicité existent sur les monuments en rénovation depuis 7 ans. À Paris, seuls les bâtiments classés et propriétés de l'État peuvent les accueillir. Le principe est simple, c'est l'annonceur qui finance tout ou partie des travaux. Mais le Parlement se déchire. L'Assemblée nationale n'en veut pas, à l'inverse du Sénat. Si vous regardez une bâche publicitaire ou si vous regardez un échafaudage plus ou moins élégant le long d'une façade ou bien une façade complètement en travaux, je crois que visuellement on peut défendre l'un et l'autre. Donc je ne pense pas que ça dégrade l'environnement, c'est simplement des travaux qui sont temporaires, comme on en voit dans toutes les villes, comme on en voit dans les rues de Paris. Et quand on peut encore une fois éviter de faire appel au fonds public, donc au budget de l'État pour ces bâtiments, eh bien c'est toujours ça de gagner. Le ministère de la Culture contrôle les publicités. Elles doivent être en accord avec les monuments qu'elles habillent. La réflexion générale des collectivités et de l'État a quand même consisté à réglementer la publicité et éviter l'invasion du cadre de vie par la publicité. Donc on pourrait bien imaginer que jamais on autorisera des bâches publicitaires dessus, le Panthéon par exemple. Ces bâches publicitaires remplissent les caisses de l'État, 3,7 millions pour la montre géante place de la Concorde. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, François Calvet, bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains et co-auteur avec le socialiste Christian Manable d'un rapport sur la tempête Xynthia, comment éviter un nouveau drame et faire naître une véritable culture du risque en France. On va en parler avec vous dans un instant. Mais avant cela, voyez ce reportage de Pauline Dame, notre journaliste, est retournée à la Faute-sur-Mer, la commune la plus touchée de Vendée par la tempête Xynthia. Vous avez sur cette partie ce qu'on a appelé la cuvette, enfin, qui était une des zones les plus meurtries. Ce secteur-là a été inondé jusqu'à la partie forestière. Une vaste étendue désolée. Voilà ce qu'il reste après le passage Xynthia il y a 5 ans. Ici, l'eau atteint près de 2,80 m de hauteur. Depuis la tempête et ses 29 morts, 20% du territoire de la Faute-sur-Mer a été démoli. La commune vendéenne a perdu le quart de ses habitants. Alors, pour éviter de tels drames, le nouveau maire de la commune a dû investir dans des systèmes de protection plus performants. Cette digue a été reconstruite, reconsolidée et élevée d'1 mètre environ. Rénovation, mais aussi élaboration de nouveaux outils de gestion des risques. La commune a également mis en place un plan communal de sauvegarde qui lui fixe les conditions de la gestion de crise. C'est-à-dire que si on a à nouveau une submersion, comment doit-on travailler? Un travail mené aujourd'hui en lien étroit avec les services de secours. Depuis Xynthia, on est proche des communes et des maires pour mettre en place les plans communaux de sauvegarde en termes de contenu, définition des risques, des moyens mobilisables au niveau de la commune et les accompagner pour tester la validité de ces plans lors d'exercices de mise en œuvre. Mais si la chaîne de gestion des risques a été améliorée, la prise de conscience des dangers reste encore largement insuffisante. C'est d'ailleurs l'un des axes clés du plan contre les submersions rapides lancé par l'État en 2011. Xynthia a montré que la culture du risque était perdue et les ouvrages n'étaient plus forcément suivis. Le grand changement après Xynthia, c'est de regarder l'ensemble de ces axes pour ne pas se dire
À un endroit, les gens sont protégés parce qu'il y a une digue, mais oublier cette digue dans le temps. Et à un autre endroit, se dire, bah là, il n'y a pas de souci, je peux mettre des maisons parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de tempête depuis longtemps. Et donc, on a oublié que le territoire pouvait avoir une tempête à cet endroit-là. Une mémoire du passé d'autant plus difficile à entretenir que la Vendée attire chaque année quelques 8000 nouveaux habitants. François Calvet, je vais vous faire réagir à ce qu'on vient de voir. Dans le rapport que vous co-signez avec Christian Manable, vous estimez qu'il n'y a toujours pas de culture du risque en France. Pourquoi ? Il n'y a pas de culture du risque parce qu'il n'y a pas, par exemple, et c'est ce que nous proposons, la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations au niveau déjà de l'école, par exemple, que dans le système éducatif de l'éducation nationale, il y ait déjà des informations pour les enfants. Voilà, je crois que c'est très important. Il n'y a pas non plus d'informations pour les populations, ou rarement. Il n'y a pas non plus d'informations pour les nouveaux élus, par exemple. Et donc, il y a certains efforts que nous avons vus, notamment en Vendée. Mais je pense qu'il faut généraliser. Qui est responsable de cette situation? Pourquoi n'a-t-on pas tiré les leçons de Xynthia 5 ans après, selon vous? Nous sommes un peu tous responsables parce que c'est vrai que quand il y a un drame, quand il y a une catastrophe, et nous avons bien senti que le drame était présent à la Faute-sur-Mer, nous ne tirons pas les leçons des choses et nous ne savons pas, nous ne le voulons pas non plus parce qu'il y a des enjeux fonciers, il y a tout un tas d'enjeux. Quand on est un maire, en général, on est un maire bâtisseur, on arrive, on veut faire beaucoup de choses. Et on a du mal à accepter qu'une partie de ce territoire, de son territoire communal, soit amputée par des règles qui rendent donc toutes ces parcelles inondables. Les gens non plus, d'ailleurs, ne le supportent pas. Et l'aspect Les élus sont trop gourmands, ils délivrent encore trop de permis de construire dans des zones inondables, selon vous? Il faut en tout cas que l'État soit plus présent dans les contrôles de légalité. Le procès Xynthia du 12 décembre dernier a montré que pendant 2 ans, le contrôle de légalité était défaillant. Il faut que les plans de prévention de risques d'inondation soient appliqués et que l'ensemble des outils qui existent soient bien reportés sur le PLU, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une telle complexité de documents qu'on met du temps à réaliser l'ensemble de ces documents et que d'ailleurs parfois, il arrive même que, et la Faute-sur-Mer en est un exemple, eh bien, les plans de prévention des risques d'inondation soient annulés par le tribunal, alors qu'il a été prescrit en 2001. La Faute-sur-Mer, il vient d'être annulé le 29 janvier dernier. Donc il n'y a toujours pas de plan. Donc il y a des ratés 5 ans après Xynthia, et une des recommandations des sénateurs, c'est également de souligner l'urgence qu'il y a à mettre en place des repères de crues. Là, on est très étonné aussi de voir l'absence de ces repères de crues. Tout à fait. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les élus disent « moi, je ne veux pas mettre des repères de crues parce que ça va affoler la population. Après, on pensera que mon territoire n'est pas attractif. » Je pense qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on va vivre dans un certain nombre de risques naturels qui vont bien sûr nous arriver. Et donc il faut préparer les gens, cette population, il faut préparer la population à ces risques. Et notamment, comme ça se fait aux Pays-Bas, il faut affronter les choses. Je crois que plutôt que d'attendre qu'elles nous arrivent et qu'après, bien sûr, vous savez, 47 morts, c'est quand même un bilan terrible, 79 blessés, 1500 personnes qu'on a sauvées. Enfin, c'est 2,5 milliards de biens qui ont été détruits. C'est quand même et 600 maisons à détruire. Enfin, comme vous le disiez dans le reportage, 20% de la population et puis des recettes en moins à la commune. Et les difficultés aussi qui sont très perceptibles, c'est par exemple par rapport aux digues, c'est la multiplicité des propriétaires, c'est les difficultés à pouvoir exproprier quand le propriétaire ne veut pas faire les travaux, c'est les difficultés de financement puisque les financements de l'État sont limités à 50%. Parfois, le Conseil général intervient, c'est le cas en Vendée, mais les 20% à mettre pour une commune, ce sont des petites communes. Souvent, elles n'ont pas les moyens quand il s'agit de faire 3 ou 4 millions de travaux. Merci François Calvet, en espérant que le rapport du Sénat puisse faire avancer les choses. Merci beaucoup. Nous l'espérons aussi. On reste au Sénat d'ailleurs avec l'audition d'Olivier Schrammeck, le président du CSA, par la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Après la nomination controversée de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, le président du CSA réfute toute remise en cause de son institution. On l'écoute.
Le problème, c'est que moi, je peux répondre intégralement et complètement de tous mes actes, de toutes les procédures auxquelles je participe, de tous les échanges dans le secret des délibérations. Mais je suis un membre d'un collège dont j'exerce la présidence. Et je n'ai ni autorité ni vocation à surveiller les conversations, quel qu'en soit le canal, ou les réunions, ou les entretiens, ou les repas, peu importe, de tel ou tel de mes collègues. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à ce sommet européen qui se tient en ce moment même à Bruxelles pour tenter d'éviter le scénario du pire qui se solderait par un Grexit. J'accueille sur ce plateau François Marc, bonsoir, sénateur socialiste du Finistère. Merci d'être avec nous. Face à vous, Claude Kern, bonsoir monsieur, sénateur UDI-UC du Bas-Rhin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors François Marc, un sommet extraordinaire sous tension, hein, on l'a vu, Angela Merkel déclarant que les conditions ne sont toujours pas réunies pour de nouvelles négociations. Est-ce que les discussions sont vouées à l'échec ce soir? Les choses ne sont pas vouées à l'échec, me semble-t-il, mais il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce que les marchés financiers attendent des réponses imminentes. Et bien entendu, on ne peut plus attendre avec tous ces délais qu'on a eu à supporter. Le référendum a eu lieu et donc aujourd'hui il faut trancher. Le président de la République, François Hollande, a dit il faut aller très vite aujourd'hui et c'est une affaire de quelques jours au plus pour trouver une solution. Mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de la discussion et cette solution, on peut la trouver. On peut la trouver, me semble-t-il. On peut la trouver cette solution, Claude Kern. Est-ce que vous êtes partisan, vous, d'une sortie de la Grèce, sortie organisée, a-t-on pu entendre récemment? Alors, sortie organisée, oui, et je pense qu'une solution peut se trouver, mais la balle est effectivement dans le camp des Grecs. Le gouvernement grec doit amener des propositions, ce qu'il n'a pas fait pour l'instant. Et je crois que si on veut effectivement organiser une sortie de la zone euro, il faut aussi... C'est inéluctable, c'est la seule solution selon vous? Non, je ne pense pas, mais c'est une des solutions effectivement qui se dessinent aujourd'hui. Il faut que la Grèce... fasse également des propositions de réformes, mais de véritables réformes structurelles. Effectivement, là pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement grec est arrivé avec les mêmes propositions que celles présentées le 30 juin, avec quelques améliorations. Que peut-on attendre justement du gouvernement grec? On rappelle qu'Alexis Tsipras sera entendu et s'exprimera demain à Strasbourg devant le Parlement européen. Je crois que ce qu'il importe de mettre en place, c'est un débat politique, c'est ce qu'attend M. Tsipras. J'entendais tout à l'heure le président du Sénat dans votre précédente émission qui indiquait M. Tsipras a mis son pays dans une triste situation, une situation difficile. Je ne suis pas sûr que ce soit M. Tsipras qui ait mis son pays en situation difficile. C'est depuis 30 ans l'ensemble des gouvernements en Grèce qui n'ont pas été capables de redresser la situation. Et c'est aussi évidemment les prescripteurs européens et le FMI qui ont demandé à la Grèce d'assurer un certain nombre d'engagements, mais qui n'ont pas mis les conditions en place pour que la Grèce puisse en sortir. Donc la responsabilité est collective. Donc il faut une sortie collective et il faut une sortie politique. Et donc la Grèce est disposée à mettre sur la table un certain nombre de propositions. Je pense qu'il faut ce soir, au sommet européen, qu'il y ait un certain nombre d'engagements politiques, à partir de quoi je pense qu'il y a des solutions techniques pour en sortir. Claude Kern, on sait que la situation est suivie de près par les États-Unis. On sait que Barack Obama s'est entretenu par téléphone avec Alexis Tsipras, à présent avec Angela Merkel. Tous redoutent cette sortie de la Grèce de la zone euro. On n'a pas vraiment intérêt à cette sortie finalement. On n'a pas vraiment intérêt, mais y a-t-il encore une autre solution aujourd'hui? C'est ce qu'on disait avant. Si le gouvernement grec ne change pas d'attitude et ne fait pas de réelles propositions, je vois mal continuer la Grèce à rester dans l'Union européenne. D'ailleurs, je crois que c'est le moment également, cette crise marque la nécessité de revoir le fonctionnement de notre Union européenne et d'en faire une véritable Union européenne politique et économique, avec des règles économiques et fiscales communes.
On sait qu'on apprend à l'instant que la Grèce présentera mercredi une synthèse tenant compte de l'avis des créanciers. C'est le gouvernement grec qui l'indique ce soir. Alors c'est peut-être une lueur d'espoir. Il va falloir trouver un équilibre entre la fermeté allemande et aussi la nécessaire solidarité qui s'impose à tous les partenaires européens. Moi je pense en tout cas que la sortie de la Grèce serait la pire des solutions, quelles que soient d'ailleurs les modalités, que ce soit une sortie brutale, que ce soit une sortie négociée. Je pense que défaire le tissu européen, c'est une mauvaise solution. Donc il me semble qu'il existe aujourd'hui les mécanismes nécessaires, et en particulier le MES, le mécanisme européen de stabilité, qui peut être actionné, puisqu'à l'heure actuelle, ce mécanisme qu'on a mis en place tous ensemble il y a 4 ans, et qui dispose de 80 milliards de capitalisation, aujourd'hui, il y a seulement eu une action en faveur de l'Espagne pour 38 milliards et de Chypre pour 5 milliards. Donc on a encore une énorme capacité d'action dans le MES, et donc on a des outils qui permettraient à la fois d'apporter de l'argent frais en Grèce, puisqu'il va bien falloir assurer le quotidien, et aussi sans doute intervenir sur la dette grecque, parce que un des points de blocage, et c'est ce que demande M. Tsipras, c'est aujourd'hui la situation d'endettement de la Grèce qu'il faut regarder telle qu'elle est et essayer de trouver des solutions pour en sortir et étaler dans le temps en tout cas. Claude Kern, deux choses dans ce que vient de dire François Marc. À la fois, il faut effectivement peut-être actionner le mécanisme européen de stabilité, et aussi il faudra bien trouver un moyen de restructurer la dette grecque. Oui, il faudra trouver un moyen de restructurer la dette grecque, et là je suis d'accord, oui, il faut échelonner. On sait très bien que la Grèce ne pourra pas rembourser le principal de sa dette aujourd'hui. Ils en sont incapables. Donc il faudra trouver une solution, certes, mais il ne faut pas non plus que ce soit systématiquement les 18 autres pays de l'Union européenne qui subissent. Il faut une solidarité, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi que la Grèce montre les efforts qu'ils sont prêts à faire. On sait qu'un débat sera organisé également en France, ici au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour informer les parlementaires de la situation grecque. Qu'attendez-vous de ce débat? Certains ont déploré bien qu'il soit organisé après le sommet européen de ce soir. Non, je crois qu'il faut effectivement qu'on passe de ces discussions de technocrates à un véritable regard politique et populaire sur ces sujets. L'Europe, c'est une idée politique, c'est une idée de vivre ensemble collectivement, et donc il faut que les politiques puissent se saisir du sujet, en débattre, et c'est heureux que ce débat puisse avoir lieu demain au Sénat comme à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il faut qu'il y ait un regard politique et non pas simplement un regard d'experts de la BCE, du FMI, d'un certain nombre de gens qui nous prescrivent des solutions, mais je crois qu'il y a aujourd'hui, si on veut préserver les acquis de l'Europe et se projeter dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un traitement plus politique à l'avenir de tous ces sujets, il faut que les politiques puissent se saisir du sujet, en débattre et proposer des solutions. C'est ce que nous allons faire demain. Claude Kern, sur ce débat sans vote qui aura lieu au Parlement demain, ça vient trop tard selon vous ? Non, je ne crois pas que ça vient trop tard, parce que c'était difficile d'en débattre avant, puisque la décision de Tsipras de mettre en place le référendum était très rapide, donc nous ne pouvons pas être aussi réactifs que cela, mais je crois que le débat est nécessaire, effectivement, comme vous le disiez. Il faut une discussion entre politiques pour essayer un jour de trouver une solution politique à l'Union européenne. D'ailleurs, l'UDI, je le rappelle, lors des élections européennes, avait proposé la création des États-Unis d'Europe. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Demain matin, édition spéciale sur Public Sénat à partir de 9h45. Nous serons en direct du Parlement européen de Strasbourg pour suivre justement l'intervention d'Alexis Tsipras devant les parlementaires. Quant à moi, je vous retrouve à 22h. Bonne suite des programmes à tous.